Aujourd'hui, je vous présente donc Dominique Siama de Straight College. École de design. École de design. Strat École de design. Straight Ça s'appelle plus Strat College. Désolé. Straight École de design, voilà. Donc, il va nous parler de l'innovation. Voilà, à partir de quelle base on crée, comment créons-nous, qu'est-ce qu'on ne sait pas créer, qu'est-ce qu'on ne sait pas innover, etc., etc. Enfin, il va parler de tout ça beaucoup mieux que moi-même. Quelques mots sur Dominique. Dominique a travaillé chez Bull en intelligence artificielle. Il vient de la communauté donc informatique. A travaillé ensuite un petit peu sur les IHM, ce qui l'a poussé ensuite à travailler sur les questions de design. Et aujourd'hui, depuis 2007, il est directeur donc de Straight. Et il assure donc, je dis bien, la direction de l'école. Voilà, il a créé en 2007 le département, en particulier Systèmes et Objets Interactifs. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup à Dominique. Et je vous souhaite une bonne écoute de l'exposé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être là. Alors, je préviens le caméraman que moi, je suis un type qui bouge. Donc, il va falloir me suivre, parce que je suis quelqu'un qui déambule quand il parle. Alors, donc merci à tous d'être là. Donc, vous avez vu que la description que Nicolas vous a fait de ma présentation était vraiment succincte, et c'est exprès que j'ai été très très flou dans ma description, parce que je voulais absolument ne pas gâcher, j'espère, le plaisir que vous allez avoir à m'écouter sur les enjeux de l'innovation et de la créativité. Vous avez compris que moi, je suis un scientifique de formation, je suis mathématicien de formation, je suis informaticien théorique de formation, j'ai fait toute ma carrière dans les nouvelles technologies, mais je suis un créatif compulsif en même temps. Et en fait, ce n'est pas tellement incompatible avec la science, parce que les scientifiques, les grands, les vrais, sont des créatifs. Et donc, cerveau droit, cerveau gauche sont dans un même bateau, et ça produit des gens comme moi, mais ça produit aussi les conditions probablement de l'innovation, cette rencontre entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Bon. Pas du tout. Si! Voilà, ça marche. Donc voilà, en fait, ça c'est moi. Voilà, donc je vous présente Dominique Siama. C'est mon logo personnel. En fait, ça représente, si vous regardez bien, ça représente un diable. Voilà. Moi, je suis un luciférien. Depuis très très longtemps, vous voyez, donc je suis habillé comme un luciférien, je suis habillé en noir. Pourquoi je suis un luciférien? Parce que si vous connaissez l'étymologie de Lucifer, Lucifer c'est littéralement le porteur de lumière. En fait, vous êtes des lucifériens, tous. C'est-à-dire que vous êtes là pour apporter, au travers de l'augmentation du domaine de la connaissance, de la lumière aux êtres humains, n'est-ce pas, pour améliorer leur quotidien, améliorer leur vie, améliorer leur rapport au monde. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on brandit de la lumière, quoi. Voilà. Donc, ce qui caractérise Lucifer, c'est qu'il a fait le choix, contre un Dieu jaloux, de ses prérogatives, de son pouvoir. Il a fait le choix de donner la connaissance aux hommes. Voilà. Donc en fait, moi je me considère comme un luciférien absolu, parce que non seulement j'appartiens à la communauté des hommes qui s'est libérée de l'emprise de Dieu, mais en plus je suis un enseignant. Et donc si un enseignant n'est pas luciférien, alors un enseignant n'est pas un enseignant. Il est là pour apporter la lumière. Donc voilà, je fais partie de cette catégorie, de cette tribu des lucifériens. Alors quand on évoque Lucifer, on évoque souvent le péché originel, qui est d'ailleurs dans la Bible le fait qu'on accède au savoir, hein, du bien et du mal, mais au savoir tout court. Et donc la figure de Lucifer, elle est toujours attachée au péché, à l'idée de péché. Et en fait, moi je vais vous parler d'un péché, du vrai péché, le vrai péché originel. Le péché originel, ce n'est pas du tout celui d'avoir cueilli la pomme. Le péché originel, il est dans un signe, et c'est ce signe-là. C'est le signe égal. C'est le signe de l'identité. Hein, égal, c'est un signe en mathématiques bien connu, hein, qui dit que A égale B, c'est-à-dire que A est identique à B. Voilà. Et le péché d'identité, je vais essayer de vous démontrer pendant toute cette présentation que le péché d'identité, c'est le péché absolu. Et c'est le péché d'autant plus absolu que nous y succombons tout le temps. Et en particulier dans les moments où nous devons créer, où nous devons innover, nous succombons toujours au péché d'identité. A égale B. Alors, ça a l'air un peu abstrait comme ça,
mais vous allez comprendre très vite ce que je veux dire à travers ma présentation. Alors, en fait, à Strat, moi, j'ai inventé un exercice, parce que j'ai fait beaucoup de cours de communication, et beaucoup de cours de créativité. Un exercice à partir de ces images. Voilà, 6 images. Donc je vous demande de bien les regarder, ces 6 images. Parce que qu'est-ce que je demande à mes étudiants? Donc ils sont 24 à peu près, je fais des groupes de 3, donc il y a 8 groupes. Je les isole les uns des autres pour pas qu'ils copient les uns sur les autres, et je leur donne le brief suivant. Je leur dis, voilà, vous avez 6 images, vous allez me créer une histoire avec ces 6 images. Voilà. Je vais vous donner des règles très très simples, qui sont que vous devez utiliser toutes les images. Vous ne pouvez pas en laisser une de côté. Vous ne pouvez pas attenter à l'intégrité des images, c'est-à-dire les déchirer, faire des trous, non, pas possible. Vous ne pouvez pas modifier l'expression des visages. Vous ne pouvez pas rajouter d'objets. Donc vous prenez les images telles qu'elles sont. Voilà. Par contre, vous pouvez utiliser tous les codes de la bande dessinée, absolument tous, et puis, allez-y, vous avez 1 heure pour imaginer des scénarios, des histoires, et puis scénariser, dialoguer, dessiner les bulles, tout ça, les petites gouttelettes, tous les codes de la bande dessinée qu'on peut utiliser. Hein. Et puis derrière, vous mettez ça sur une feuille, vous titrez, vous signez, vous mettez ça au mur et on va regarder ce que vous avez fait. Quoi. Bon. Effectivement, donc, je dis, ok, ils s'amusent. Et je peux vous assurer, ils s'amusent comme des cinglés. C'est hyper drôle à regarder, c'est vachement agréable. Ils sont hyper excités. Alors je leur dis, oui, vous avez le droit de faire une histoire drôle ou une histoire grave. Et puis, entre les deux, parce qu'en fait, je leur demande de faire 3 histoires. Mais une histoire par heure, il y a 3 heures. Hein. L'exercice dure 3 heures. Une histoire, deuxième histoire, une troisième histoire. Et ils ont un jeu d'images devant eux et ils doivent réfléchir ensemble. Et donc, ils s'amusent beaucoup, ils rient, ils voudraient bien me faire part de leurs idées. Et moi, évidemment, je ne m'y intéresse pas du tout. La seule chose que je fais, c'est que je vérifie qu'ils respectent les règles. C'est tout. Mais vraiment, vraiment, ils sont hyper contents. Et donc, après 1 heure de travail, moi, ce que je fais, c'est que je les arrête. Parce que le temps, c'est le temps. Et puis je leur raconte leurs histoires. Que je n'ai pas lues. Hein. Je n'ai pas lu leurs histoires. Je n'ai pas regardé du tout ce qu'ils ont fait, hein, en fait. Hein. Mais tout le monde raconte les mêmes histoires. Les mêmes. Absolument toutes. Donc ils me regardent comme ça. Okay. Comment il sait? Comment il sait que les histoires qu'on a racontées? Comment il sait qu'on a mis une bombe dans la boîte? Comment il sait qu'on a mis, parce que je vais revenir aux images, hein, du caca dans la boîte? Comment il sait qu'on a mis les cendres de grand-maman dans la boîte? Comment il sait qu'on a mis un chat dans la boîte? Comment il sait qu'on a mis un sextoy dans la boîte? C'est à peu près ça. Hein. Voilà. Les histoires qu'on me raconte, c'est ça. Voilà. Je l'ai fait avec toutes les populations possibles. Des designers, des ingénieurs, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Ça marche tout le temps. Caca, chat, grand-mère, sextoy. Bon. Alors là, je leur dis, mais il y a un problème quand même. Vous êtes des designers, donc des créatifs. Hein. Vous n'êtes pas des comptables. Donc, parce que le comptable, vous avez intérêt à avoir le même chiffre à la fin, hein, parce que sinon, vous allez vous faire virer. D'accord? Pour corruption, éventuellement, ou simplement parce que vous ne savez pas construire un tableur. Donc, vous n'êtes pas des comptables, vous êtes des designers. Donc, vous êtes des créatifs. Donc, vous devriez, a priori, m'étonner avec des histoires que je n'ai jamais lues. Or, vous me donnez exactement ce que je m'attends à trouver. Ce qui est problématique, parce que si demain on vous donne un brief pour réinventer le fer à repasser, ou la voiture de demain, ou les nouveaux services bancaires, vous allez faire quoi? La même chose que votre voisin? C'est ça que vous allez faire? On a un problème. On a un vrai problème. Donc, je leur dis, ok, il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, quelle que soit la population, quand on leur donne ces 6 images, qu'est-ce qu'ils font? Ils me racontent les mêmes histoires. Alors je fais une chose que je ne vais pas pouvoir faire avec vous, mais j'aurais pu, si j'avais amené les images. Je prends les images, voilà, telles qu'elles sont là, vous les voyez bien. Je les prends, j'en fais un petit tas, j'appelle quelqu'un,
et je dis, viens. Et je demande à tout le monde de se lever, ils sont tout le monde autour de la table, et je dis, ben, tu vas poser les images sur la table pour que les gens les regardent. D'accord ? Et on va essayer d'analyser ensemble ce qu'il y a dans les images. Donc quelqu'un vient, et puis ce quelqu'un pose les images sur la table. Bon, là, vous ne voyez pas ce qui se passe, parce qu'il se passe des trucs hein, entre les deux maintenant, mais il me les pose comme ça. Hein, alors qu'en fait, s'il les avait pris dans l'ordre dans lequel elles étaient apparues, il me les aurait posées comme ça. C'est-à-dire, il n'aurait pas retourné les images. Hein, parce que vous voyez bien, là, comme ça, comme ça. Là, il y a les gens ont la tête en bas. Okay, et donc, moi, je m'arrange toujours pour qu'il y ait des images qui soient à l'envers. Okay, toujours. 2, 3, d'accord ? Et tous, à chaque fois, me mettent les images comme ça. Et donc, je leur dis, mais pourquoi vous faites ça ? Alors, je leur demande d'abord d'analyser ce qui s'est passé. Hein, et ils mettent un certain temps à dire, reviens, merci. Et donc, ils me disent, bah, monsieur, bah, c'est normal qu'on les mette comme ça. Parce que dans la vie, les gens, ils ont la tête en haut et les pieds en bas. Je leur dis, c'est pas vrai. Parce que vous êtes astronaute. Rien ne nous dit que c'est pas la station Mir, ce truc-là. Hein. On ne sait pas, hein, c'est peut-être la station Mir, une station orbitale, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, etc. Moi, j'ai rien dit, hein, d'accord ? Donc ça pourrait être, dans la vraie vie, des gens à la tête en haut, les pieds en bas. Vous pourriez travailler pour UU ou Bostik et travailler avec vos potes, des scientifiques comme vous, qui vont travailler sur des colles spéciales et ils vont les tester en collant leurs copains au plafond, quoi. D'accord ? Tac, poum. Ah, merde, Robert, non, ça marche pas, cette formule-là, faut qu'on change, on y retourne. Donc, déjà, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Puis en plus, ça, c'est pas la vraie vie, hein, c'est des images. C'est juste de l'encre sur du papier, hein, c'est juste ça, c'est tout. Hein, donc, ne me parlez pas de la vraie vie, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai, d'accord, on a compris, monsieur. Puis après, je leur dis, ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces images ? Parce qu'on a vu là, déjà, je leur explique, vous imaginez le nombre de combinaisons que vous vous interdisez de regarder, quand même. Hein, parce que, si je reviens en arrière, hein, chaque image a 4 positions possibles. Chaque image. Donc le nombre de combinaisons, il est juste gigantesque. Hein. Il est vraiment énorme. Donc là, quand vous prenez les images juste dans le bon sens, le nombre de combinaisons il est beaucoup plus petit. Or, quand vous êtes dans un processus de créativité, éventuellement je ne me souviens plus du terme, c'est pas grave, ça va revenir. Vous allez être stimulé par ce que vous voyez. Alors c'est évident que si vous mettez les images à l'envers, vous dites, ok, donc là il faut que je raconte une histoire où les gens ont la tête à l'envers, alors il faut que je trouve une raison quand même. Et donc tout d'un coup, vous allez commencer à sortir de la norme que vous vous êtes imposée en disant les gens ont la tête en haut, les pieds en bas. Mais il y a probablement d'autres raisons. Donc, on regarde, okay, que contiennent ces images ? Alors je vous pose la question, que contiennent ces images ? Allez-y, dites-moi. Des bonhommes, des objets. Ok, combien ? Combien de bonhommes ? Oui. Chaque image en contient au moins un. D'accord, mais en tout. De 3. Ok. Objets, quels objets ? Il y a une boîte, une table, une porte. Très bien. Ce qui est formidable cet exercice, c'est que ça marche toujours. Je suis hyper content. Merci beaucoup. On est bien d'accord que je ne vous ai pas payé avant l'exercice hein, pour que vous me disiez les réponses. Hein, d'accord ? Vous n'êtes pas un baron. D'accord ? Bon. D'accord. Donc, donc, vous avez raison. 3 personnages, 2 hommes, une femme. Je ne vous ai pas interrogé sur le genre. Bon. Une boîte, une porte, une table. Ok, d'accord. Alors, non. C'est pas vrai. D'accord ? Moi, je ne vois pas 3 personnages, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vois 11 personnages. Il n'y a rien qui me dit que c'est les mêmes. Rien. Or, tout le monde voit 3 personnages. Tout le monde. Mais vraiment tout le monde, hein, c'est-à-dire que ça marche tout le temps, donc ne vous sentez pas...
honteux d'avoir donné ces réponses. C'est la norme. D'accord? Bon. Tout le monde, absolument tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'ellipse. C'est un truc, en fait, nous, on est soumis, alors, en particulier nous, je veux dire nous depuis un siècle, on est soumis à ce qu'on appelle l'art séquentiel, c'est-à-dire le cinéma et la bande dessinée. Où ce qui permet, pour nous, la lecture d'un film, c'est l'ellipse. C'est-à-dire notre capacité à remplir les trous entre les images. C'est vrai pour les bandes dessinées, c'est vrai pour le cinéma. Le cinéma est construit sur l'art de l'ellipse. C'est-à-dire que si, pour raconter Ben-Hur, on était obligé de raconter tout ce qui se passe entre les moments où on voit Ben-Hur à l'écran, enfin Ben-Hur, ça durerait 4 ans à peu près, quoi, d'accord? Je crois que c'est à peu près 4 ans, l'histoire de Ben-Hur, d'accord? On n'a pas le temps, d'accord? On n'a pas le temps de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on raconte les moments importants, et puis on remplit les trous, naturellement, qu'il y a entre les images. C'est extérieur, intérieur, jour, une femme en chemise de nuit, jolie, mais décoiffée. Le téléphone sonne. Ding! Allô? Oui? C'est arrivé quand? J'arrive. Deuxième scène. Intérieur, jour. Un type sur un lit d'hôpital, les cheveux blancs, une machine à côté de lui qui fait bip, 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 bip. Et puis cette jeune femme avec une jolie robe à pois, coiffée, qui lui tient la main. Vous comprenez que cette femme a reçu un coup de fil lui indiquant que quelqu'un, son père, son grand-père, son oncle, son amant, son mari, a eu un accident, quoi, on ne sait pas, qu'il est à l'hôpital, voilà, et qu'il faut venir. Et elle vient, probablement le même jour. Évidemment, elle n'est pas sortie en chemise de nuit, elle s'est habillée, elle s'est coiffée. Et c'est vous qui vous racontez tout ça. Personne ne vous le raconte, c'est vous qui vous le racontez. C'est pas magique, il n'est pas d'un seul coup comme ça, c'est pas quantique, poum, je suis passé d'un truc à un autre, ça y est, j'avais pas de robe, j'en ai une. Bon. Non, elle a fait tout ça, d'accord? Et heureusement que c'est comme ça, d'accord? Heureusement que c'est comme ça. Parce que si on était en train, si on n'avait pas l'art de l'ellipse, ben probablement, ça serait difficile de regarder un film, d'accord? Ça serait difficile de regarder une bande dessinée. Hein? Ça serait difficile de créer de la continuité là où il y a de la discontinuité. Quand on lit une bande dessinée, les chevaux galopent. Milou parle vraiment, d'accord? On prête et on projette sur la bande dessinée plus de choses qu'elle nous dit. Une anecdote, Hergé, première du Temple du Soleil, 1169, sortie du cinéma, il discute avec des petits-enfants, on leur dit « ça t'a plu, le Temple du Soleil, c'était bien, etc. » Et l'enfant lui dit « ouais, c'était bien, mais franchement, la voix du capitaine Haddock, elle n'est pas du tout comme dans la bande dessinée. Hein. » Ben voilà, on projette. D'accord? Bah oui. Donc, pas trois personnages, 11. Alors, homme-femme, pas sûr, hein, parce que lui, là, c'est peut-être pas du tout une femme. Hein, c'est juste Maurice, le même qui est tombé, quand je l'ai accroché tout à l'heure au plafond, qui fait croire qu'il est une femme, d'accord? Et pour ça, il est toujours de profil, mais c'est un Maurice, il est pauvre, il n'a qu'une seule balle de tennis à sa disposition, et il la met au milieu de son pull, comme ça. Ce qui fait que quand il est de profil, tout le monde pense qu'il a une poitrine, n'est-ce pas? Et donc, il a un vrai problème, c'est pour se retourner, alors il peut toujours faire ça. Tiens, je n'avais jamais imaginé. Donc il peut faire ça, et c'est bon. Là, on ne le voit pas. Et ses potes en ont marre de le voir faire cette gymnastique. Donc ils ont décidé de lui offrir une deuxième balle de tennis, qui est dans la boîte. D'accord? C'est comme ça, il peut faire semblant d'avoir 2 seins. Enfin, définitivement. Et là, c'est cool, parce qu'il peut se déplacer à 360 degrés. Regardez, je suis une femme. Voilà. Bon. Donc, ce n'est pas forcément un homme et une femme. Et puis, celui-là, c'est peut-être celui-là avec une perruque, d'accord? On ne sait pas. Donc là, c'est pareil. Imaginez que tout d'un coup, je me mette à raconter des histoires où je vais jouer avec le nombre de personnages. Là, c'est hyper cool. Je peux faire des trucs hyper drôles. Bon. Donc, vous avez compris que s'il y a 11 personnages et non pas 3, ils n'ont pas une boîte, mais... Et ouais. D'accord? Bah, pour les mêmes raisons, d'accord? Pour les mêmes raisons. Ok, donc il y a 5 boîtes. D'ailleurs, c'est vraiment une boîte? Qu'est-ce qui nous dit que c'est une boîte? D'accord? Finalement, ça, c'est pas une boîte. Alors lui, c'est Albert. Albert,
en fait, il collectionne les fausses boîtes en fil de fer. C'est-à-dire, comme c'est la 2D, n'est-ce pas? Il fait croire qu'en fait, c'est une boîte en volume. Mais en fait, c'est du fil de fer. C'est tout plat. C'est tout plat. Et il présente cette boîte. Voilà. Il dit, regardez ma boîte. Et ça l'amuse beaucoup parce qu'il sait que ce n'est pas une boîte. Mais les gens pensent que c'est une boîte. Comme vous avez pensé que c'est une boîte. Voilà. Est-ce que c'est possible? Possible? Hein? Bon, alors, là, je ne suis pas content, par contre, parce que les gens me disent, non, c'est pas possible, en général. Ils me disent, non, c'est pas possible, monsieur, parce que si c'était le cas, on verrait ses doigts. Ben oui, le pouce. Alors, je dis, mais d'abord, il n'a pas de doigts. Ce type-là, c'est de l'encre, encore une fois, je vous rappelle. Et en fait, ceci est juste un... Parce que ce type a la main coupée quand il était petit. Il jouait avec une scie sauteuse, voilà, pas une scie sauteuse, une scie circulaire. Allez, couper la main, mais il était très embêté parce qu'il disait, mais moi j'aime bien présenter les fausses boîtes pour faire croire que c'est des vraies. D'accord? Donc comment je fais, papa? Alors papa, qui s'appelait Gepetto, donc lui a fabriqué une fausse main en bois avec une petite rainure pour mettre les fausses boîtes, d'accord, qu'il accroche à son moignon, d'accord. Et son papa était hyper simple, il dit, et tu vois, on va créer une illusion d'optique, on va faire croire aux gens que tu as des doigts, mais en fait t'en as pas. Parce que c'est du bois. D'accord? Et donc on va croire que tu portes des boîtes, mais en fait c'est pas des boîtes. Bon. On peut, hein. Oui, moi j'invente des histoires. Alors, donc pareil, pourquoi ça serait une porte? Hein? Aucune raison que ce soit une porte. Ça peut être un livre de 2 mètres de haut, avec 2 pages, qui ne sert à rien. D'accord? Sur lequel Maurice vient tapoter la 3e balle de tennis qu'on lui a offert, parce qu'en fait ses potes lui ont dit, bon, peut-être qu'ils vont perdre une. Donc on en met une de rechange quand même dans la boîte. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il utilise un rituel, qui est un rituel absolument ridicule, d'accord, où il tape avec la balle de tennis sur la porte, en fait. D'accord? Et donc là, la table, donc, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a vu une table. Et pourquoi tout le monde a vu une table? Parce que tout le monde a vu une boîte. Avant. Elle a vu une boîte avant. D'ailleurs, la boîte, là, on l'a vue plusieurs fois. Et donc là, on la voit, elle est plus petite. Et donc, si elle est plus petite, c'est qu'elle est plus loin. Et donc, et d'ailleurs, elle est posée sur un objet. Comme c'est une boîte, c'est-à-dire un cube, elle est posée sur quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout une ellipse, mais un cercle. D'accord? Et c'est une table. Et d'ailleurs, le fait que ce pied-là soit dans l'ombre, c'est bien la preuve que c'est une table, et c'est l'ombre de la table qui fait que le pied est noir et non pas blanc. Et donc j'interprète tout ça en disant, mais cette boîte, la boîte, elle est plus loin, elle est posée sur une table, et cette table, elle est derrière, elle est dans un 2e plan. C'est pas le même plan que ces gens-là, c'est pas vrai. Ça, ceci n'est pas une boîte, ceci n'est pas une table, ceci est un vaisseau extraterrestre qui se pilote. Quand on se regarde comme 2 crétins, intensément, dans les yeux, d'accord, il faut absolument que ça flotte. D'accord? Et ça flotte. Parce que rien ne nous dit qu'elle est derrière. Hein. Absolument rien. Hein. Il n'y a aucun élément qui nous permet de dire que c'est derrière. C'est au milieu. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est prisonnier, là, dans le cas présent, d'une théorie, qui est la théorie des images. La théorie des images qui nous permet de lire des bandes dessinées, qui nous permet de voir des films. Et sans se poser la question, à chaque fois qu'il y a une scène où il y a, je ne sais pas moi, Isabelle Huppert, hein, elle était dans une scène, on voit une autre scène, qui n'est pas en continuité, hein, c'est-à-dire qu'il y a une rupture, voilà, une scène 1, scène 2, Isabelle Huppert. C'est sûr que c'est le même personnage? Pas sûr. D'accord? Et donc, évidemment qu'on ne se dit pas ça. On se dit, bah, c'est le même personnage. Blanche-Neige là, c'est Blanche-Neige ici. On n'est pas en train de se poser la question de, est-ce qu'on ne joue pas avec nos sens? D'accord? Sauf si ça fait partie du scénario. Et là, c'est Matrix. Du coup, il y a un machin, c'est le même machin, on ne sait pas, mais justement, il joue avec nos sens. D'accord? Mais en règle générale, non. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on applique à la théorie,
à ce qu'on voit, une théorie qui est la théorie de la narration, en fait. Hein. Bah ouais, il y a une continuité des personnages, il y a une pérennité des personnages, c'est coupé, mais en fait, l'ellipse nous permet de créer la continuité. Et donc, ce personnage-là, c'est ce personnage-ci. Et puis, la boîte qu'on voit là, bah, c'est cette boîte-là. Et c'est logique, et heureusement, parce que sinon, on ne regarderait pas les films, on ne lirait pas de bande dessinée. On est en train de se poser la question, mais c'est quoi toutes ces images? Alors, évidemment, je pourrais m'arrêter là, vous dire, voilà, je vous ai fait un petit exercice vous démontrant que être créatif, c'est compliqué, etc. Mais en fait, on va plus loin. Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on se dit ça, en fait. En fait, moi, mes étudiants, je leur dis, on va revenir en arrière. En fait, pour vous dire la vérité, je fais cet exercice 2 mois après avoir commencé mon cours. Le premier cours que je fais, c'est que je vais leur faire construire le schéma de Shannon, hein, de communication, de Claude Shannon, que vous connaissez tous, l'émetteur, récepteur. J'ai une intention, je veux dire quelque chose, je code ce que je veux dire avec un langage, hein, une grammaire, une syntaxe, un alphabet, puis ça fait un message, puis ce message il passe dans un canal, et puis dans ce canal il y a du bruit, ça modifie le message, il y a un message qui sort, et puis il sort absolument, et il est décodé, et puis après il est interprété. C'est comme ça que marche la communication entre un élément A et un élément B. Et là, je leur dis, bon, voilà, toute la communication marche comme ça. Et cette communication, elle est difficile, parce que souvent, nous péchons, nous faisons le péché d'identité. Le péché d'identité, c'est quoi, donc à présent? C'est de confondre ce que je veux dire avec le codage de ce que je veux dire, le codage de ce que je veux dire avec la transformation du message par le bruit qui est apparu dans le canal. Donc, je veux dire quelque chose, je dis quelque chose, ce que je dis passe dans un canal, il est modifié, il en sort un autre message, le message M', puis ce message M', il est décodé, et il est interprété, d'accord? J'ai des objets différents, ce que je veux dire, ce que je dis, ce qui est entendu, ce qui est compris. Et quand on communique, on cède de la même manière qu'on cède à l'ellipse, on cède au péché d'identité qui dit ce que je veux dire, c'est ce que je dis, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu as compris. Voilà. Et heureusement, parce que quand je vous dis passe-moi le beurre, bon, vous allez me passer le beurre. Vous n'êtes pas en train de vous poser des questions en disant il m'a vraiment dit passe-moi le beurre. Bon. Vous me passez le beurre. Or, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que scientifiquement, on démontre que ce n'est pas la même chose. En fait, toutes les télécommunications sont la preuve que, non, le message qui rentre, ce n'est pas le message qui sort, c'est pas le même. Et donc, tout le problème, c'est de faire en sorte qu'ils se ressemblent le plus possible. Bon. C'est pas le même. Et alors, ce que je veux dire et ce que je dis, c'est certainement pas la même chose, que la complexité de ma pensée n'est pas réductible aux mots que je vais utiliser pour l'exprimer. Et de la même manière, une fois que c'est exprimé, mon interprétation est forcément plus grande que ce que les mots me disent. Quand c'est la conversation de tous les jours, c'est pas très grave. Mais c'est très très grave à partir du moment, et vraiment très très grave, c'est-à-dire qu'il peut y avoir mort d'homme à partir du moment où, dans des situations de crise par exemple, on oublie que non, ce que je veux dire, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce qui est entendu, et ce qui est entendu, ce n'est pas ce qui est compris. Tout ça, cette chaîne d'identité, elle n'existe pas, il n'y a pas de chaîne d'identité, ce n'est pas identique. Et c'est en fait à l'occasion de drames, de violences, de brutalité, de guerre, de mort, à partir du moment où on confond ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce qui est entendu, ce qui est compris. Et donc dans ce schéma, alors je explique la difficulté de la communication grâce à ce schéma, je dis voilà, il y a un émetteur, il y a un récepteur. On va prendre un cas particulier, qui est l'émetteur, enfin le récepteur c'est vous, voilà, et l'émetteur c'est le monde entier. C'est l'univers dans lequel je suis. L'univers me parle, et moi je reçois les messages de l'univers. Ça marche, le schéma de Shannon? Est-ce que ça marche? Alors ils regardent et puis ils s'aperçoivent que ouais, ça marche, d'accord? Sauf l'intention. Est-ce que l'univers a une intention? Alors c'est une question théologique, donc on va l'évacuer, parce que nous n'avons pas de réponse. Enfin, moi j'en ai personnellement, mais je ne veux pas l'imposer à mes étudiants. Et donc je dis ok, donc l'univers m'envoie des messages. C'est quoi l'écriture des messages? C'est quoi le canal dans lequel ça passe? C'est quoi le bruit? C'est quoi le décodage? C'est quoi l'interprétation? Comment ça se passe, quoi? Et là, eh bien, je leur fais construire petit à petit, avec le schéma de Shannon, le fait, donc à la fin, on nous envoie des messages. Par exemple, mes yeux reçoivent des messages.
Là, je vous vois, donc je reçois le message de votre présence. Comment ça marche? Alors, ils me dessinent un œil, ils me mettent un objet, ils disent voilà, l'objet, de l'optique, quoi. Hein. Puis l'image est à l'envers sur la rétine, et puis là, ça vient titiller des bâtonnets, des cônes, et ça passe dans le nerf optique, et ça atterrit là dans les zones visuelles derrière, et puis ça y est, c'est mon cerveau qui reconstruit l'image. Ok, c'est super, d'accord. Et donc, ok, on va regarder ce qui se passe sur la rétine. Donc là, j'ai des milliards de photons qui partent de l'objet, et puis ça passe dans mon œil, et puis ça vient exciter des bâtonnets. Et les bâtonnets, ils ont une certaine taille. Ils sont assez gros, hein, comparé à un photon. Hein. Ils sont très gros même par rapport à un photon. Hein. Donc en fait, il y a des milliards de photons qui arrivent sur un capteur, et ce capteur agrège ces milliards d'informations en une. Littéralement en une. Hein. D'accord? Ok, très bien. Donc j'ai des milliards d'informations qui m'arrivent, et j'ai des millions d'informations qui me sont envoyées. Donc, entre ce que je vois et ce que je perçois, il y a un rapport de milliards. Qu'est-ce que vous diriez d'un monde où on vous envoie des milliards d'informations et vous en prenez qu'une toute petite partie? Vous êtes aveugle dans ce monde-là. Ah oui, c'est pas la même chose. Ce qui m'est donné à voir et ce que je vois, c'est pas la même chose. Ben oui. Donc en fait, nos machines, notre corps, c'est une machine à pixeliser. C'est-à-dire qu'en fait, notre œil pixelise, voilà, mais mon oreille pixelise, ma peau pixelise, tout pixelise. Donc mon corps est une machine à pixeliser. Donc mon rapport au monde, c'est un rapport de pixelisation, tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre choix que de pixeliser le monde. C'est pas très grave. Quand je vous demande de passer le beurre, vous me donnez le beurre, je reconnais le beurre. Voilà. Ça peut être très grave. D'abord parce que parfois, on peut confondre une chose et une autre, parce qu'on pense que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Et puis surtout, quand on est dans une relation de communication, c'est assez compliqué, parce que si on cède au péché d'identité, et donc ce que je vois, c'est ce qui est. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est ce qui est. Ce que je vois, c'est ce qui est. On cède tous les deux au péché d'identité. Donc il y a un objet entre nous, vous le voyez d'une certaine manière, je le vois d'une certaine manière. Pour vous, c'est ce qu'il est. Pour moi, c'est ce qu'il est. Pourtant, on ne le voit pas de la même manière. Moi, je ne vois pas les couleurs. Vous les voyez. On a un problème. Vous allez me parler de trucs que je ne vois pas. Ce type est fou. Il me parle de trucs qui n'existent pas. D'accord? Parce que je cède au péché d'identité. C'est ce qui est. Et vous me parlez de... Je dis, ce type est un mystique. Il voit des trucs dans les objets. Ça n'existe pas. D'accord? Bon, c'est pas très grave. Ça peut être hyper grave. D'accord, à la fin. Parce que des incompréhensions énormes peuvent naître du fait que nous n'interprétons pas la même chose. Le témoignage d'un accident. C'est hyper classique. Plusieurs témoins qui voient un accident ne voient pas la même chose. Ils ne voient pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Rien n'est vrai. Tout n'est, pour le coup, là, que de la perception. Donc, quand je perçois, oui, il y a des choses que moi je perçois que vous ne percevez pas. Et inversement, quand je vous dis que je ne vois pas les couleurs, c'est pas vrai. Hein. Par contre, moi, je ne vois pas le volume, je ne vois pas le relief. Je ne sais pas ce que c'est que le relief. Je n'ai jamais vu le relief de ma vie. Toute mon interprétation du monde est cognitive, et donc je vois la troisième dimension parce que je suis en train toujours d'interpréter ce que je regarde. Ça change absolument tout. Hein. Parce que là où vous pouvez voir, vous, un objet plat, moi je peux voir un objet en 3 dimensions. C'est-à-dire que le coup de l'affiche avec le petit coin qui se rebiffe comme ça, moi j'ai envie de le prendre, quoi. Je le prends, si c'est bien fait, je dis ah ma merde, il n'est pas là. Bon. Donc on peut me faire prendre des vessies pour des lanternes. Vraiment. Péché d'identité. C'est-à-dire ce que je vois, ce qui m'est donné à voir. Et là, c'est l'occasion d'énormément de confusion. Bon. Donc comment on sort d'un monde, parce que vous avez vu cette image-là, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans une capsule sensorielle. Nous vivons dans un scaphandre sensoriel. Notre corps est un scaphandre sensoriel qui crée une barrière entre nous et le monde et qui filtre ce que le monde nous envoie. Et donc ce que nous percevons du monde au travers de notre corps, c'est tout petit. Et donc, d'une certaine manière, on est d'une faiblesse absolue. Qu'est-ce qui fait qu'on survit? Même plus que ça, qu'est-ce qui fait qu'on a juste colonisé la planète, quoi? Et qu'on s'apprête à en coloniser d'autres? Qu'est-ce qui fait que nous sommes l'espèce dominante? Au point même de prendre possession de toute la planète. Il doit y avoir une raison. Et cette raison, c'est celle-là. C'est que, pour aller au-delà des limites de nos sens, on construit des représentations du monde. Ce qui caractérise l'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces, c'est qu'elle est capable de se construire des représentations. Ceci est une représentation, ceci est une représentation. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à travers ma capacité tout d'un coup à modéliser le monde, parce que ceci c'est une modélisation, hein,
Je vais pouvoir faire dire au monde plus que ce qu'il me montre. Je vais voir des régularités dans le monde. Ces régularités vont me permettre de construire des représentations. Ces représentations vont me permettre de construire des outils qui vont me permettre de construire de nouvelles représentations. Et c'est en fait un cercle vertueux qui va faire que les représentations se succèdent aux représentations et qu'on va passer de ça à ça. Parce qu'en fait, il y a une continuité entre cette représentation et cette représentation-là. Comment aller au-delà des limites de nos sens? C'est tout simplement, tout d'un coup, observer le monde, identifier des régularités et tout d'un coup, faire dire au monde plus que ce qu'il me donne à voir. Je vais vous prendre un exemple. Cette de chasse-là, d'accord? Je suis Cro-Magnon ou je suis Néandertal. En fait, j'ai remarqué un certain nombre de choses régulières dans le monde. J'ai remarqué, par exemple, que quand je m'approche d'un bison et que j'ai le vent dans le dos, le bison, il s'en va. Parce qu'il m'a senti. L'inverse, je peux m'approcher assez près quand même. Je me suis aperçu d'une chose aussi, c'est que les bisons, en général, quand vous approchez d'eux, ils se barrent, dans le sens inverse. C'est super. Je me suis aperçu aussi d'une chose, parce que mon neveu est tombé un jour sur une pierre un peu pointue, il a juste explosé la tête, d'accord, et il est mort. Et là, j'ai très faim. Avec ma tribu, on a très 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 faim, et j'ai remarqué qu'il y avait un endroit où il y avait des bisons. Ils sont sur un petit promontoire, il y a une falaise là, et puis il y a la savane. En fait, on ne la voit pas bien, la falaise. Et je dis à mes gars, les gars, voilà ce qu'on va faire. Et je prends un bâton et je commence à dessiner par terre. Je dis, voilà, on va attendre qu'on ait le vent dans le dos. Alors je fais une petite flèche, le vent dans le dos, et puis on va se mettre à plat ventre et on va ramper vers les bisons. Donc je dessine tout ça, hein, et puis à un moment donné, on va se lever, on va faire du bruit. Les bisons vont se barrer dans le sens inverse, c'est-à-dire vers la falaise. Ils ne vont pas la voir, ils vont juste se casser la gueule. Il y a des cailloux en bas, ils vont se fracasser le crâne. On va descendre tranquillement et on va faire de la boucherie. On a retrouvé cette scène de chasse aux États-Unis. Littéralement. On l'a reconstituée comme ça, des dizaines de cadavres, enfin de squelettes de bisons avec des signes de boucherie. Voilà, ils ont tout reconstitué. Ils ont fait un plan et ils disent, alors les gars, on fait comme ça. Ouais, on le fait. Et ils l'avaient fait avant même de le faire. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fait un plan, ils se sont donné la représentation du monde, ils ont fait fonctionner la représentation. Ils ont une simulation, quoi, d'accord? Et ça marche. Et quand on envoie les hommes sur la Lune, c'est la même chose. Pareil. Je prends la théorie de la gravitation universelle, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, un petit peu de relativité quand même, un peu, parce qu'il y a une petite variation. Et puis je fais tout sur équation, et je dis, les gars, on envoie les gens sur la Lune, et voilà comment ça va se passer. Et ça se passe exactement comme on avait prévu. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait marcher dans la représentation. Ces représentations sont à la fois des moyens de passer à l'action, c'est aussi des moyens de construire de nouveaux outils. Tous les outils scientifiques naissent de représentation, tout le temps. Et donc, on se dit, c'est extraordinaire, parce que là, vous imaginez, ceci est une prison. Ce scaphandre, là, c'est une prison physique, c'est une prison sensorielle qui m'interdit de voir le monde dans sa totalité. Et donc, d'une certaine manière, de m'en protéger, si ce n'est de l'accaparer. Ça m'interdit de le faire, parce que je suis structurellement limité. Il y a des choses que je ne verrai jamais. Donc, je suis dans la position du rat, du lombric, du babouin, etc. Je n'ai aucun moyen de prendre possession de la planète en allant au-delà de ce que mes sens me disent. Cette prison, comment j'en sors? J'en sors avec ça. C'est génial. Ça y est, je suis le roi du monde. Je peux accéder à la totalité du monde. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché d'identité. Le péché d'identité, là, encore pire hein, que le péché d'identité dans le cas de mon scaphandre corporel. Hein. Parce que, à partir du moment où vous confondez la représentation du monde et le monde, alors là, vous êtes vraiment dans la merde. D'accord? Vous êtes vraiment, ça va mal se passer, quoi. D'accord? C'est-à-dire, à partir du moment où vous confondez la vision que vous avez du monde avec le monde lui-même, c'est là que la brutalité commence. C'est là que la coercition commence, c'est là que la violence commence, c'est là que la mort arrive. D'accord? Vous êtes Giordano Bruno et vous dites, les gars, et si c'était en fait la Terre qui tourne autour du Soleil? Ben vous êtes brûlés, Piazza delle Fiore, à Rome, parce que vous êtes en train de contredire ce qui relève du dogme, c'est-à-dire en fait du péché d'identité. Hein. Ce que l'Église décrit du monde, c'est le monde. Et donc on ne peut pas le remettre en cause. C'est impossible. À partir du moment où on le remet en cause, on est un fou. On est un fou, on est pire que ça, on est un pervers. On est un enfant du diable. On est quelqu'un qui est en train de saper les fondements de la société. Une société construite sur une représentation du monde qui est totale, globale, définitive.
Et donc, on pensait s'être libéré d'une prison qui était la prison du corps. En fait, on a une prison encore plus grande qui est la prison de nos représentations. Elle est pire que la prison du corps, parce que le corps, on éprouve les limites tous les jours de nos corps. La limite de nos représentations, on ne l'éprouve pas. On les éprouve d'autant moins qu'elles sont efficaces la plupart du temps, et qu'il faut aller taper dans les murs pour se dire, les gars, ben, peut-être qu'il faut qu'on en change, hein, d'accord? Mais il y a un vrai risque à le faire. Il y a un vrai risque à faire ça. Alors, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Hein. La preuve, Charlie, le 13 novembre. Voilà. Charlie, le 13 novembre, c'est une guerre des représentations. C'est que ça. Hein. Que ça. C'est-à-dire qu'on est prêt à tuer au nom de représentation. On est prêt à faire violence au nom de représentation. Mais, alors ces violences-là, c'est les pires. Mais quand vous êtes un scientifique et vous avez une idée iconoclaste et que vous voulez la faire avaliser, ben, ça peut aussi prendre ces allures-là. Juste un petit mot, Lord Kelvin, vous voyez qui c'est Lord Kelvin, hein, c'est un grand scientifique, hein, d'accord. Lord Kelvin, il disait, à la fin du 19e siècle, il n'y a plus rien à trouver en physique. Ça y est, on a atteint les limites du savoir humain, c'est tout, il n'y a plus rien. Et quelques années après, théorie de la relativité restreinte, tout explose. Tout explose absolument. Le directeur des brevets américains, qui dit on a tout inventé à la fin du 19e siècle. C'est fini, il n'y a plus rien à inventer. Alors, ça fait rire aujourd'hui, mais quand on y pense, c'est une coercition intellectuelle et créative absolument incroyable. C'est-à-dire, mais c'est définitif, c'est ça. Ou c'est Lysenko, hein, sous Staline, qui invente une biologie matérialiste, socialiste, scientifique. D'accord ? C'est ça, c'est pas autre chose. Et alors, ça a ces violences-là, mais il y a des toutes petites violences, qui sont les violences que vous allez peut-être vivre, vous, ici, dans ce lieu de recherche, que nous vivons, nous, dans une école de design, qu'on vit partout, qui est la violence de nos représentations, c'est-à-dire notre incapacité à en sortir. Je reviens à mon histoire, mes six images. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle met en évidence? Qu'est-ce qu'elle met en évidence Qu'est-ce qui met en évidence cet exercice des images? C'est qu'en fait, on a des représentations, alors là c'est la théorie des images, en ce qui concerne les images, qui sont des facilités hein, de lecture du monde et d'action dans le monde, et tant qu'on est dans un territoire dans lequel on se met d'accord pour que ça soit ça, c'est super. Mais à partir du moment où on se met en situation de se dire, ok, il faut aller au-delà de ça, il faut inventer, il faut créer, il faut faire créer du neuf, ça veut dire d'une certaine manière, il faut remettre en cause nos représentations, alors on a tendance à oublier que nos représentations ne sont que des représentations. On les prend pour la vérité. Et la vérité, on ne la remet jamais en cause, parce que par définition, ce qui est vrai est vrai. Et donc on ne touche pas à la vérité. C'est vrai scientifiquement, c'est vrai créativement. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, voilà. Venez, venez. Mademoiselle, venez. Voilà, je vous donne ça. C'est pas très lourd? Non, ça va. Ça va, c'est bon? Ça va. Vous pouvez la poser par terre. Très bien. Je peux la tourner? Vous pouvez. C'est encore mieux. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. C'est génial. Ça marche toujours. Parce que vous voyez bien, vous êtes venu et moi je vous ai dit, je vous donne ça. D'accord? Je vous ai donné ça et vous avez posé une chaise par terre. Pas ça. Une chaise. D'accord? Une chaise, c'est quoi? C'est une théorie. C'est une représentation. D'accord? Cette représentation, c'est la représentation de l'assise. C'est-à-dire qu'une chaise, ça sert à s'asseoir. Et donc une chaise, ça se pose comme ça. Ça ne se pose pas comme ça. Vous auriez pu la poser comme ça. Hein? Personne ne la pose comme ça. Vous imaginez? Bon, on range. On met les chaises n'importe comment, etc. Non, non, bah ouais, je range une chaise. Je range pas ça. Ça, c'est une théorie, c'est une représentation. Ça sert à s'asseoir, on fait ça, voilà. Et puis c'est solide, hein, ça tient bien, etc. Je peux m'appuyer, c'est super, parce que je connais la chaise, je sais à quoi ça sert. C'est une représentation, c'est une théorie. Littéralement une théorie. Et donc, vous devez réinventer la chaise. Ben, il y a de bonnes chances que vous soyez prisonnier de la représentation de la chaise. Vous devez réinventer le fer à repasser, vous allez être prisonnier du fer à repasser aussi, tout le temps. On est toujours prisonnier de ces représentations. Et d'autant plus qu'elles sont quotidiennes. Parce que quand c'est la théorie des cordes, bon, là, ça va, on se gratte la tête un peu, parce que c'est pas tellement notre quotidien. Mais si c'est notre quotidien, alors là, c'est terrible. Parce que là, ça a l'évidence de la vérité.
Hein, ça s'impose à nous comme la vérité. Alors, où est-ce que j'ai mis le... Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon petit... Il est où? Si j'ai posé ça quelque part. Bon, peu importe. Et donc... Pas dans la poche. Péché, c'est ça. Péché d'identité avec la chaise. Mais il n'y a pas que les chaises, il n'y a pas que les objets. Et voilà, ça c'est un gribouillis, ça c'est ma mère. En fait, non, c'est pas ma mère. C'est la photo de ma mère. Péché d'identité. D'accord ? Bon. C'est la seule femme de 92 ans qui porte le signe de magma sur sa poitrine. Donc, on ne connaît pas d'autres. Hein. Vous ne savez pas qui est magma, mais c'est un groupe de musique. Bon. Donc voilà. Donc ici, ceci est un gribouillis et ceci est une photo de ma mère. Alors, imaginons que je vous ai demandé à l'entrée, quand vous êtes arrivé, de faire un gribouillis, alors vous m'auriez fait ce gribouillis-là, et de me donner une photo d'un être cher, qui est dans votre portefeuille. Alors vous me donnez ça, je dis, vous en faites pas, je vais vous le rendre. Puis je commence ma conférence, blablabla, puis j'arrive ici, et puis, à un moment donné, je viens vers vous, et je dis, je prends le gribouillis, et je dis, allez, crachez sur le gribouillis. Si j'insiste, vous allez cracher, d'accord ? Puis je prends la photo de votre mère, et je vais vous demander de cracher sur votre mère, enfin sur la photo de votre mère, d'accord ? Et là, je peux vous assurer, vous n'allez pas cracher dessus. Jamais. Personne va cracher sur la photo. Pourquoi ? Parce que la photo de votre mère, c'est votre mère. C'est la même chose. C'est le péché d'identité. C'est la même chose. Tout le temps. D'accord ? Alors, ah ben non, mais j'avais mieux que ça quand même. C'est pas possible, j'avais un truc vachement mieux. Alors, je rajoute une autre, mais je ne peux pas vous le faire lire malheureusement. C'est que normalement, il y a un texte, et je vous le fais lire. Vous pouvez même chanter. D'accord ? C'est la mata ganama salapa kana kana, un truc comme ça. Voilà, bon. Et puis tout le monde le chante allègrement. D'accord ? Puis après, il y a un autre texte qui arrive et il écrit tous les matins, je fais l'amour à ma mère et tous les soirs à mon père. D'accord ? Et là, je vous demande de le chanter. Là, non, je vais pas, non. Même le dire, hein. Vous n'allez pas le dire. Pourquoi ? Parce que le langage est une représentation. Et comme toute représentation, ben on cède au péché d'identité. C'est sûr, quand je vous dis « passe-moi le beurre », vous me passez le beurre parce qu'on identifie les mots et les choses. Et c'est tant mieux dans la vie quotidienne. Mais dès qu'on est en position de créateur, ben non, ça ne marche pas. Et donc on a du mal à dire « tous les matins, je fais l'amour à ma mère et tous les soirs à mon père ». On a du mal, moi j'ai pas de mal. Hein. Bon, parce que d'abord c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Allez savoir, c'est peut-être vrai. Hein. Parce que dans nos esprits, le dire, c'est le faire. Mais quand le marquis de Sade écrit Justine, quand il est à la Bastille, il se fait plaisir, le divin marquis, d'accord ? Il n'est pas en train, il n'a pas fait tout ce qu'il a écrit. Rien de ce qu'il a écrit ne s'est passé. Alors, en tout cas, ça s'est peut-être passé, mais il n'en est pas le responsable, d'accord ? Écrire des choses, bah ouais, je peux dire des choses. Moi, je peux écrire, dessiner, dire des choses les pires sur mes enfants, sur ma famille, sur ce qui m'est le plus cher au monde, d'accord ? Je peux. Parce que le dire, c'est pas le faire. Rien, d'accord ? Alors, comme on sait qu'on sait le péché d'identité, il y a une vraie souffrance à dire des choses pareilles. C'est pour ça qu'en règle générale, on ne les dit pas. D'accord ? Bon. Parce que là, je le dis. Mais imaginez que je suis sur le quai de métro et je chante tous les matins, je fais l'amour à ma mère. Ce type-là, on l'embarque, on dit bon, ok, là, papier, identité, etc. Bon, identité. Évidemment, c'est le contexte qui fait que je peux dire ça, d'accord ? Bon. Mais on a exactement les mêmes problèmes. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je veux dire au travers de cette petite conférence ? C'est que nous sommes toujours prisonniers de nos systèmes de représentation. Et que ces systèmes de représentation sont des facilités qui, dans la vie quotidienne, heureusement, nous aident. Mais à partir du moment où on est en situation de création, quelle que soit la situation de création, hein, scientifique, artistique, littéraire, design, n'importe quoi, alors il faut piétiner ces représentations. C'est-à-dire que la seule manière d'en sortir, c'est de les piétiner. C'est de considérer pour ce qu'elles sont, à savoir des représentations. Et donc, elles n'ont pas valeur de vérité, elles sont opérationnelles. Voilà. Hein, comme la théorie
de la mécanique newtonienne est opérationnelle jusqu'à un certain point, puis après, il faut passer à la relativité restreinte jusqu'à un certain point, puis après, il faut passer à d'autres trucs parce que ça ne marche pas, la relativité, quand on est dans l'infiniment petit. Voilà, il faut passer à la mécanique quantique, et ça marche jusqu'à un certain point, etc. Ça marche toujours jusqu'à un certain point. Toujours. Et donc, il faut s'en libérer. Et à partir du moment où on s'en libère, alors on fait absolument ce qu'on veut. On est dans une position tout à fait luciférienne, hein, c'est-à-dire qu'en fait, rien n'est vrai. D'ailleurs, rien n'est vrai. D'accord ? Tout est cohérent. Voilà, ce qui fait une théorie scientifique, c'est pas qu'elle est vraie, c'est qu'elle est cohérente. Et puis surtout qu'elle me permet de décrire ce que, à l'instant T, je peux observer. Elle me permet d'anticiper ce que j'espère observer, en faisant des hypothèses scientifiques. Mais par contre, ce ne sont que des conventions. Donc comment sortir de ces conventions? C'est en les identifiant comme telles. En les identifiant comme des conventions. Et à partir du moment où je fais ça, alors j'ai toute la puissance de la représentation à ma disposition, parce qu'elles sont opérantes, les représentations. Mais j'ai toute la puissance de mon intelligence qui n'est pas prisonnière des représentations, je suis capable de m'en libérer. Et donc là, je suis capable d'en inventer d'autres. Puisqu'en inventer d'autres, c'est forcément dire celles que j'avais sont insuffisantes. Un exemple, pour finir. Petite histoire où là, il y a 3 personnages, il y a des boîtes, il y a tout ça, d'accord? C'est-à-dire que je prends les conventions de l'art séquentiel. Mais simplement, je vais détourner une autre convention. Vous savez, au cinéma, il y a plusieurs manières de filmer les gens. Gros plan, plan rapproché, plan américain. Plan américain, c'est que vous êtes coupé ici, au niveau des jambes. Et là, vous voyez, ils sont pratiquement toujours coupés au niveau des jambes, sauf une image. Je dis, bah, c'est super, je vais utiliser ça. Et je vais dire, en fait, ces gens-là, ils n'ont pas de jambes. Ah, bah, lui, il n'a pas de jambes, pas de jambes, pas de jambes, d'accord. Ils sont sur une planète où ils n'ont pas de jambes. Ils ne savent même pas ce que c'est que la jambe. C'est un concept qu'ils ne connaissent pas, d'accord. Et là, il y a un Steve Jobs du coin qui a inventé un truc qui s'appelle le high-pied. D'accord ? C'est un nouveau concept, c'est une sorte d'extension d'humanité augmentée, tout ça. Voilà. Et les types viennent de le recevoir. C'est arrivé par la Fnac.com. Ils disent c'est super, on va l'offrir à Maurice, celui à qui ils avaient déjà offert les balles de tennis tout à l'heure, plus la balle de rechange. Il lui offre, elle est hyper contente, elle va les essayer tout de suite. Voilà. Moi, ça me fait rire. Parce que j'ai dit aux images, c'est moi qui vous nique les images, parce que c'est moi qui décide ce que je fais avec vous. C'est pas vous qui me niquez. Alors, je fais ce que je veux. Non, non, ils n'ont pas de jambes. Vous voulez me faire croire qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas. Parce que vous, quand vous êtes au cinéma, vous voyez quelqu'un en plan américain, vous ne dites pas, il a des jambes. Il a des jambes, bien sûr qu'il a des jambes, d'accord, mais peut-être qu'il n'en a pas. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on nous surprend. Je ne sais pas si vous vous souvenez des films des frères, les mecs qui avaient fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous vous souvenez pas? Vous connaissez ce film, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, c'est un film très drôle. À un moment donné, il y a une scène comme ça, où, un peu à la Orson Welles dans Citizen Kane, où on voit, il y a plusieurs plans comme ça, donc il y a des gens qui sont au fond, et puis il y a des objets, puis il y a un téléphone qui est au premier plan. Donc on voit un gros téléphone, forcément c'est la perspective, d'accord? Puis à un moment donné, il y a le téléphone sonne, et les gens arrivent, ils prennent le téléphone, il est énorme en fait, ils le prennent, ils sont comme ça avec le téléphone. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec la loi de la perspective. Ils se disent, tout le monde s'attend à ce que ce soit un petit téléphone, mais en fait c'est un gros téléphone, il est vraiment gros comme ça, quoi, le téléphone. C'est un peu la même chose, quoi, d'accord? En fait, ils disent, ok, bah voyez, votre système d'interprétation, je joue avec et je vous surprends, parce que bah ouais, il est gros le téléphone, non, c'est pas la loi de la perspective, la loi de la perspective, je fais ce que je veux. Bon. Et donc, vous voyez qu'en fait, c'est ça l'enjeu. C'est d'être des iconoclastes. Alors je ne sais pas si vous connaissez la vraie étymologie d'iconoclaste. Iconoclaste, ça veut dire briseur d'images. C'est ça que ça veut dire, briser les images. Et c'est assez intéressant parce que l'iconoclastie, c'est un mouvement religieux qui est né au 8e siècle, au 8e, 9e siècle, en Cappadoce, enfin en Anatolie, qui est devenue la Turquie. En fait, c'était une terre chrétienne, cette partie-là du monde, et l'islam est né donc au 7e siècle, et l'islam a connu un succès fantastique en remontant petit à petit, comme ça, vers l'Occident. Et ce qui faisait la puissance de l'islam, comme ce qui faisait d'une certaine manière la puissance, en tout cas, jusqu'à un certain point, du judaïsme, c'est que vous ne pouvez pas représenter Dieu. C'est impossible. Alors, Dieu n'est pas représentable. Alors, pas simplement parce que, on peut se dire de manière abstraite, c'est pas représentable parce qu'il n'a pas de corps. Non, il n'est pas représentable parce que si vous le représentez, vous risquez de faire une chose, qui est que vous allez commencer à adorer l'image de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Alors c'est exactement ce dont je vous parle. Quand on a des représentations pour lesquelles on considère qu'elles représentent littéralement la réalité, alors on confond
l'image avec ce qu'elle représente. Or, ce que nous interdit de faire l'islam et le judaïsme, c'est ça justement. Ils disent, mais non, mais attention, n'adorez pas les images, parce que si vous adorez des images, vous n'adorez plus Dieu. Donc adorez Dieu sans images. Et donc, l'Église chrétienne de l'époque se disait, mais comment on fait pour combattre ça? On va essayer de se mettre à la norme. Nous aussi, on va arrêter de représenter les choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit toutes les images des églises. C'était pas, hein. Donc, ils ont recouvert absolument tous les murs de blanc, pour remettre que des figures géométriques, etc. Plus de représentation de la Vierge, des saints, de tout ça. C'était fini, d'accord, hein. D'où le terme d'iconoclastie. L'iconoclastie, c'est « je casse les images ». Bon. Donc, il faut le faire à partir d'une représentation, parce que nos représentations ne sont que des images, donc soyons des iconoclastes sur ces images. Il faut casser les images du monde, toutes. Et à partir de ce moment-là, le signe qui est intéressant, c'est celui-là. C'est le contraire de l'identité, c'est la différence. C'est-à-dire que ce que nous construisons comme une représentation n'est jamais identique à ce que nous voulons représenter. Jamais. Et à partir de ce moment-là, vous appliquez ça, alors vous rentrez dans la grande communauté des lucifériens. C'est-à-dire que vous êtes capable d'apporter de la lumière, et de ne pas confondre ce que la lumière vous révèle avec ce qui vous est donné à comprendre. Voilà, petite bibliographie, quelques choses à lire, qui seront dans les slides que vous récupérerez, voilà. Tout en rapport avec le rapport au réel, hein, que je vous invite à lire. En particulier, dans ce livre qui s'appelle Fiction, il y a une nouvelle qui s'appelle La Bibliothèque de Babel, qui est juste vertigineuse. Vertigineuse, hein, c'est-à-dire que, et vous qui êtes des scientifiques, vous comprendrez pourquoi. Parce que c'est une idée absolument exceptionnelle qui est dans ce bouquin, et c'est vertigineux. Et si vous avez quelque chose à lire dans fiction, ne lisez que La Bibliothèque de Babel, hein, ça fait 5 pages, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Voilà, s'il y a quelques questions dans la salle. Est-ce que c'est vrai sur toutes les cultures, y compris les cultures asiatiques ou des choses comme ça, cette représentation, l'égalité représentation? Moi, je pense que c'est vrai. Je sais pas. Moi, je pense que c'est anthropologique. C'est anthropologique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une facilité surtout. C'est-à-dire, pourquoi on le fait? Parce que c'est facile, parce que ça facilite nos vies. Simplement, ce qui nous facilite nos vies nous crée aussi des barrières, tout simplement. Mais je pense que c'est toujours vrai. Je ne connais pas de culture qui y échappe, quoi. Les seules cultures qui pourraient y échapper, c'est des cultures qui seraient construites sur la science, en fait. Une science qui saurait qu'elle ne construit que des théories. Voilà. Ce qui, a priori, on peut imaginer que les scientifiques, aujourd'hui, pensent ça. D'accord ? C'est pas certain. Hein. Je suis sûr qu'il y a des scientifiques qui sont persuadés qu'ils ont touché le Graal, hein, et qu'il n'y a plus rien à découvrir. Qui est quand même une approche très totalitaire, au sens littéral du terme. Hein. Ça y est, j'ai adressé la totalité du monde, j'ai une réponse à tout. D'autres questions? Vous avez des questions? Une petite question? Allez-y. Passe-moi le beurre, c'est ça? Non. Je voulais juste vous dire que je n'ai pas trouvé le beurre. Ah bon? J'ai une question par rapport à vous pratiquement. Comment vous faites pour utiliser ça, ce que vous nous avez présenté, pour convaincre les scientifiques de sortir de leur coquille du scientifique? Je viens comme ça, faire des... Mais ça ne suffit pas. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut mêler, ça revient à nos discussions de ce midi, voilà, sur l'interdisciplinarité. En fait, ce qui fait que les scientifiques ne sortent pas de leur boîte, c'est que justement, ils sont confrontés qu'à des scientifiques. Et il faut les confronter à d'autres populations que des scientifiques. Il faut les confronter à des gens qui sont dans des approches de rapport au monde qui est différent. Et en particulier, je parle des miens, des designers, qui vont penser différemment et qui vont se dire non, le monde ne se réduit pas à une équation dont il s'agit de trouver les solutions. C'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça et surtout probablement beaucoup plus flou que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le monde à un système d'équations. Et donc, et particulièrement dès qu'il s'agit d'innovation, dès que l'humain fait partie du système auquel on voudrait apporter des solutions, pour le coup, hein, c'est pas du tout la description de protocole de mesure de vitesse de photon ou d'intrication. Non, il y a des gens, d'accord ? Il y a des gens. Et donc, il faut
invoquer d'autres disciplines. Et c'est dans la confrontation avec d'autres manières de raisonner, de penser, de créer, de communiquer, que tout d'un coup les scientifiques sortent de leur coquille. Nous on le fait dans plein d'endroits, là, avec pas des scientifiques, mais des ingénieurs qui sont des enfants des scientifiques, on va dire, hein, mais avec des scientifiques aussi dans le cadre des projets Art Science. Hein. La rencontre de l'art et de la science, véritablement, c'est la rencontre de deux manières de penser, a priori, hein, enfin, non, plutôt opérationnellement différentes. Alors que moi, je pense qu'à la fin, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que les scientifiques sont des artistes. Hein. Les vrais scientifiques, hein, les types qui découvrent sont des artistes. Parce que justement, ils sont en train de construire des représentations tout le temps. Et c'est dans cette confrontation-là que les choses peuvent se passer. C'est-à-dire tout d'un coup, on découvre qu'on peut faire autrement. Que non, quand on vous pose une question, il ne faut pas y répondre. Ça, par exemple, rien que ça, hein, un scientifique, vous lui posez une question, il a envie d'y répondre. Hein, tout de suite. Hein, c'est le réflexe de la main dessus. Quoi. Je relève la main, j'ai trouvé. Un designer, quand vous lui posez une question, il ne répond pas à la question. Hein. Il détruit la question, il se dit, vous êtes sûr que c'est une bonne question? Moi, je ne suis pas sûr. On va regarder la question quand même d'abord, avant d'y répondre. Hein. Donc, est-ce que c'est une bonne question, tout ça? Est-ce qu'on peut réécrire la question? Peut-être qu'il y en a plusieurs dans la question. Rien que ça, c'est une manière de remettre en cause aussi cette linéarité de la pensée, hein, que la puissance de la science favorise, hein, parce qu'on a envoyé des gens sur la Lune. D'accord? C'est-à-dire qu'on maîtrise le monde, donc on a l'impression que c'est tout puissant, il suffit juste d'appliquer le système, de résoudre les équations, et ça va marcher. D'accord? Non, ça ne marche pas. Autre question. Voilà. En fait, si la représentation, enfin, on avait compris que c'est pas de la vérité, est-ce que les représentations peuvent s'approcher de la vérité? Jamais. Parce que une représentation, c'est toujours des représentations, en fait. C'est toujours un système de représentation. Enfin, il n'y a que les mathématiques qui peuvent prétendre être, je dirais, une représentation unique, parce qu'elles sont construites au-dessus d'elles-mêmes, tout le temps. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais en contradiction avec elles-mêmes. Alors que franchement, les représentations scientifiques, elles sont en contradiction avec elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire que vous prenez la mécanique quantique et vous prenez la théorie de la relativité, là, ça ne marche pas. Hein. L'association des deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Hein. Donc, elles sont en contradiction. Alors que dans les maths, ce n'est pas le cas. Il n'y a jamais de truc faux dans les maths, parce que c'est toujours cohérent. Ce que je veux dire, je précise un peu, c'est que ce n'est pas la représentation d'une personne, c'est la représentation d'un ensemble de personnes. Oui, mais quand je parle de représentation, je parle de ça, moi. Les représentations scientifiques sont des représentations partagées. Parce que si c'est la représentation de chacune des personnes, c'est toujours vrai. Hein. Mais pour le coup, quand on parle de science, c'est qu'on parle de représentation partagée. C'est-à-dire que rien n'est scientifique s'il n'est pas partagé. Si c'est un type dans son coin qui est la mémoire de l'eau, quoi, bah, la mémoire de l'eau, t'es gentil, Benveniste, mais t'es le seul à l'avoir. Hein. Donc non, pour l'instant, la mémoire de l'eau, ça n'existe pas. Alors, le jour où chacun peut, en expérimentant, vérifier que ouais, il y a la mémoire de l'eau, bah, c'est la mémoire de l'eau. Ça y est, donc on a une représentation qui marche. Donc moi, je parle de celle-là. Hein. Mais elles ne sont pas la vérité. L'histoire des sciences nous montre que ce ne sont jamais la vérité. Jamais, jamais. C'est-à-dire que, encore une fois, là, vous prenez la théorie de la mécanique quantique et vous prenez la théorie de la relativité généralisée, à un moment donné, c'est incompatible. Alors vous êtes en train d'essayer d'imaginer la théorie des cordes. Voilà, il y a 11 dimensions, les espaces topologiques, tout ça. Ok, d'accord. Ça sera probablement faux aussi. Enfin, faux au sens, pas la vérité. Mais par contre opérationnel. C'est toujours du bricolage à la fin. En fait, derrière, on a tous une démarche analytique, même en tant que scientifique, qui était de cas. Et est-ce qu'il n'y a pas une alternative justement à ce paradigme de découper le monde, de catégoriser, de tout vouloir rentrer dans des cases absolument, de tout mesurer Oui, mais je pense que l'épistémologie et l'histoire des sciences nous montrent qu'on ne peut pas être qu'analytique. Justement, c'est parce qu'à un moment donné, on sort de l'analyse et qu'on fait une proposition cinglée. Hein. Est-ce que c'est pas antinomique l'analyse Non, c'est le dialogue entre les deux. Encore une fois, l'histoire des sciences montre que c'est le dialogue entre les deux qui fait qu'on avance parce qu'on fait des sauts synthétiques au bout du compte, hein, et on impose parce qu'on fait de l'analyse. C'est-à-dire que tout d'un coup, à partir du moment où on a établi une vérité, on peut l'étayer, on peut la redémontrer 4, 5 000 fois, etc. Par d'autres biais, ça y est, ça s'impose, quoi. Ça devient quelque chose de partagé. Pas vrai, hein, mais partagé. Dernière question. J'ai été juste parce que vous parlez de vérité. Je pense que de parler de vérité, c'est aussi une représentation.
Et c'est quoi la vérité quand vous dites comment on peut représenter la vérité ou trouver une représentation? La vérité, c'est un leurre. Moi, quand je parle de vérité, parce que se trouve que c'est une thématique que l'humanité poursuit depuis toujours. C'est-à-dire cette volonté, alors, soit de maîtriser, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez la vérité, c'est vous maîtrisez. C'est-à-dire que d'un coup, vous comprenez tout. Donc, c'est l'absolu, en fait, que vous avez dit qui n'existe oui, pas. qui n'existe pas. Mais il y a encore plein de gens qui pensent. Les essentialistes pensent que, Kant, Heidegger, Hegel pensent qu'on peut décrire le monde dans sa totalité. Vraiment, ils le pensent. Donc ça veut dire qu'on peut atteindre l'être, véritablement. Et il y en a d'autres qui disent, laissez tomber, non, l'être, ça n'existe pas, et ça sera toujours inatteignable. Et donc, comme il est inatteignable, il n'existe pas. Donc la vérité dont je parle, c'est la vérité en tant qu'illusion, hein. Voilà. Mais qui est quand même très très puissante comme illusion, hein. Très 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 puissante, hein. Juste, j'avais Il y a une dernière question. Il y a quand même des représentations qui précèdent l'expérimentation. Et c'est assez troublant, hein. Donc, on a parlé des ondes gravitationnelles il n'y a pas longtemps. Finalement, ça a été représenté avant et on pense que c'est vrai puisqu'on a expérimenté. Donc c'est quand même troublant que la représentation peut anticiper ce qu'on y voit. En même temps, l'histoire des sciences est construite comme ça. C'est parce qu'on fait des hypothèses, donc on fait des représentations, et qu'on se dit, ok, si ceci est vrai, alors comment je peux le vérifier? Comment je construis les outils qui me permettent de le vérifier? On valide la représentation. Là, il y a un décalage énorme dans le temps, parce que souvent les expérimentations, on arrive à vérifier très vite, alors que là, il y avait un décalage presque d'un siècle entre l'idée et le fait de le confirmer. C'est vrai, comme pour les trous noirs, absolument. Et il se passera peut-être la même chose pour la théorie des cordes. La théorie des cordes, on la démontrera le jour où on aura l'instrumentation qui nous permettra de la mesurer. Voilà. Comme pour, je sais pas, hein, le paradoxe EPR avec l'intrication des particules élémentaires. Il a fallu attendre entre l'expression d'Einstein milieu des années 30 et la démonstration par Alain Aspect au début des années 80, il s'est passé du temps, hein. Il a fallu les inéquations de Bell, puis après dire ok, comment je démontre les inéquations de Bell. Il se passe toujours du temps. Mais la vraie différence entre la représentation religieuse et la représentation scientifique, c'est que justement la représentation scientifique permettent de construire, de dire ok, je me fais une hypothèse, donc à partir du moment où je fais l'hypothèse, je peux construire l'instrumentation qui va me permettre de la vérifier. Alors que pour le reste, c'est que des actes de foi, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de vérifier, hein. Un peu comme la psychanalyse, par exemple. C'est ça. On va prendre une dernière question. C'est pour savoir ce que vous pensez des représentations comme les maillages, les éléments finis dans la modélisation, la simulation. Je pense qu'il tombe exactement sous les mêmes critiques ou les mêmes louanges, c'est-à-dire que ça permet jusqu'à un certain point de décrire ce sur quoi on veut travailler, parce que jusqu'à une certaine décimale, ça décrit le monde, puis après, ça ne le décrit plus, hein, parce que le monde n'est pas un maillage de surface ou de triangle. Ça permet de le faire jusqu'à un certain point, puis après, on tombe sur les limites du truc. C'est-à-dire que si on considère que c'est vrai, alors on va au devant de catastrophes, hein. C'est-à-dire que non, le monde n'est pas, les surfaces ne sont pas des sommes de triangles. C'est toujours des approximations. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Merci beaucoup Dominique.